Bonjour, vous écoutez le premier épisode de notre podcast dédié aux enjeux juridiques de la sécurité. Tout au long de cette nouvelle série de podcasts, en compagnie de Maître Alain Bensoussan, avocat à la Cour d'appel de Paris, fondateur du cabinet d'avocats Lexing, spécialisé en droit du numérique et des technologies avancées, nous vous proposons de partir à la découverte des plus grandes affaires de la sécurité. Série coproduite avec la division Sûreté Siemens. Aujourd'hui, place à l'épisode 1 où nous allons nous intéresser à l'affaire Bluetooth et au vol d'informations. À partir de quand sommes-nous des voleurs sur Internet ? En compagnie de Maître Bensoussan et de Marc Stan, nous allons vous expliquer pourquoi, à l'heure notamment de la généralisation des intranets et des extranets, tout le monde est concerné. Bonjour Maître Bensoussan. Bonjour. Le vol d'informations. Quels sont les droits de propriété sur les documents numériques accessibles directement par Google ou par un autre moteur de recherche ? Est-il possible d'entrer dans un intranet sans droit ni titre, un site réservé lorsque l'entrée est permise, sans identification ni mot de passe ? Et en cas de réponse positive, peut-on consulter les entrailles du site, prendre des trophées sous la forme d'un ou plusieurs documents numériques ? Est-ce qu'on est, dans ce cadre de figure, un voleur d'informations ? Non, répond le tribunal judiciaire de Créteil. Oui, déclare la Cour d'appel de Paris, position confirmée par la Cour de cassation. Je vous propose d'examiner ce vol, cette violation. Ensuite, de réfléchir aux infractions, de regarder l'articulation des décisions, puisque une juridiction a dit « non, ce n'est pas un vol », alors que deux autres ont dit « oui, c'était un vol d'information ». Et enfin, j'essaierai de prolonger les tendances. Comme je vous avais dit, c'est une trajectoire, c'est une étape. Il y en aura d'autres. Le monde de demain est un monde dans lequel, nécessairement, il y aura de plus en plus de délinquance numérique et il faudra tracer le bien et le mal. La fraude. Qui est la victime ? L'Agence nationale de sécurité sanitaire, de l'environnement et du travail. Je vais l'appeler l'ANSES. C'est un opérateur d'importance vitale, c'est-à-dire c'est une des clés de la sécurité. Dans ce domaine, quelle est la compromission ? Elle concerne un extranet de l'ANSES, c'est-à-dire une zone réservée, qui était dotée d'une faille de sécurité permettant à une page non verrouillée d'être indexée par le moteur Google qui l'a prise et qui a ouvert effectivement cette porte, qui était déjà ouverte. Simplement, il mettait une étiquette « Entrée sans frapper », sous-entendu « Entrée sans ID password », comme disent les Français. Comment a été réalisée cette violation ? Simplement, la juridiction nous dit qu'elle a été opérée au moyen d'une requête complexe sur Google, mais une requête que n'importe qui peut normalement définir. Quel est l'objet de la fraude ? Des milliers de documents réservés, confidentiels. La découverte. Un article sur les nanomatériaux. On n'a pas détecté la faille. C'était sur un site d'information alternatif à l'adresse reflet.info. Il y avait un article et dans cet article, en annexe, un fichier PowerPoint où il était noté « usage restreint » de l'ANSES, ce fameux opérateur d'importance vitale. Par ailleurs, bien évidemment, à partir de cette information, des analyses ont été faites, des analyses des logs, véritables journaux de traçabilité des violations. Et là, on découvre l'existence d'une adresse IP correspondant à un VPN, c'est-à-dire à un système fermé, localisé au Panama, lui aussi, et l'extraction de 8000 fichiers. Cette découverte a entraîné le déclenchement d'une enquête, bien sûr. Un second article sur le thème de la légionellose laisse apparaître un auteur, opérant sous le pseudonyme Bluetooth, et indiquant, cet auteur sous pseudonyme masqué, qu'il possède 7,7 gigaoctets de documents traitant de la santé publique.
l'adresse IP panaméenne va dévoiler une société, Tonux.net, permettant d'identifier le malfaiteur masqué sous le pseudo Bluetooth. On a vu la fraude, on a vu l'enquête, l'interrogatoire et les aveux, qui est une tradition en France de rechercher plutôt des aveux. Bluetooth, après un interrogatoire, reconnaissait 1. L'entrée sans droit ni titre. 2. La navigation, et c'est ça qui va le perdre. La navigation jusqu'à la page racine où se trouvait le contrôle d'accès, identification, mot de passe. En entrant librement à l'intérieur de cet intranet, il pourrait penser qu'il était dans une forêt domaniale ouverte et qu'il ne s'était pas aperçu qu'il arrivait dans une forêt privée. Mais il a voulu trop voir. Il a navigué jusqu'à la racine. Et à cette racine, il ne pouvait ignorer que c'était une zone réservée. De plus, il avoue avoir téléchargé des fichiers de l'ANSES. De toute façon, il l'avait indiqué dans cet article. Et enfin, il avouait aussi la diffusion d'une partie des documents auprès d'au moins un tiers. Quelles étaient les qualifications pénales ? 2 catégories. La fraude informatique et le vol informatique. Dans la fraude informatique, il y a 2 infractions particulières. L'accès et le maintien. Est-ce que l'accès était anormal ? Non, bien évidemment, la porte était ouverte, il y est entré. Encore que, il faut se demander si, dans un domicile privé, physique, la porte est ouverte. Est-ce que ça vous donne le droit d'entrer ? Ce qui fait l'interdit, c'est que vous n'êtes pas chez vous, et non pas effectivement le fait que la porte soit ouverte ou fermée. Et c'est pas parce que la Poste vous donne votre adresse, ici Google par un URL, mais en tous les cas de figure c'est une adresse, et c'est parce qu'une adresse est ouverte que forcément il faut y entrer. J'avais déjà plaidé le domicile virtuel avec l'idée que nul ne peut entrer dans un domicile virtuel, c'est dans un ensemble fermé, tout simplement parce qu'il était ouvert par inadvertance, encore plus ouvert par négligence, ouvert par impossibilité de faire un système sans bug. Mais si l'accès peut être encore discuté aujourd'hui, pouvait-il se penser dans une zone libre ? Le maintien. Et le maintien, c'est quand même la situation de prise de connaissance qu'on est un endroit où on ne doit pas l'être. Ce qui est intéressant, c'est de voir en Allemagne, en Belgique ou en Espagne, où on trouve une infraction comme la nôtre, mais dans ce cas de figure, on demande qu'il y ait un système de sécurité, une sorte de porte fermée. Alors que chez nous, le droit de la fraude informatique, c'est sans porte ouverte ou sans porte fermée. C'est le fait de savoir effectivement qu'on est dans une zone réservée, qu'elle soit réservée professionnellement ou réservée de manière privée. On retrouve des éléments à peu près similaires en Grèce, en Italie et au Portugal. À côté de la fraude informatique, accès et maintien, qui était potentiellement envisageable, il y a une deuxième infraction, celle qui nous intéresse, les infractions des marchés économiques, le vol. Le vol, c'est la soustraction frauduleuse de la chose d'autrui. Le vol est puni de 3 ans de prison et de 45 000 € d'amende. Ce qui est intéressant, c'est que pour le vol d'énergie, on a fait un texte spécial. Et certains voulaient que pour le vol d'informations, on ait un texte particulier. Mais non, il me semble que ce qui fait la soustraction frauduleuse de la chose d'autrui, c'est le fait de prendre quelque chose à autrui. Du vol d'énergie, on a trouvé le vol de l'usage des voitures, où on prenait la voiture mais on la rendait. Mais pendant le moment où on soustrait la voiture à son propriétaire, on en prend l'usage, c'est une sorte de dématérialisation de cette soustraction. Et puis pour la photocopieuse, on a considéré qu'il y avait vol, entre guillemets, d'informations, non pas sur la prise de l'original, mais pendant qu'on utilise l'original pour faire une photo auquel on n'avait pas effectivement obtenu l'autorisation, on était voleur. De la même manière, la Cour de cassation, à propos de fichiers, reconnaissait qu'en faisant la copie de 32 disquettes informationnelles, il y avait appropriation de l'information. On retrouvera ces éléments-là à propos, parfois, des fichiers de l'ANSES, bien sûr. Il faut savoir que du temps du Minitel, la jurisprudence avait résisté.
Il avait considéré que l'utilisation de codes sans droit ni titre sur un espace Minitel constituait non pas un vol, mais le non-respect d'une obligation en matière de service. Alors, regardons comment les décisions ont été articulées. Le tribunal judiciaire de Créteil a dit que l'existence d'une faille implique, selon le tribunal, que l'ANSES n'a pas, je cite, manifesté clairement l'intention de restreindre l'accès aux données récupérées. Il ne pouvait pas savoir. Sur le maintien, le raisonnement est identique. Il naviguait dans un espace virtuel en regardant des données. Et sur l'emprise par téléchargement, le tribunal résiste à cette jurisprudence que je vous ai citée en disant que le téléchargement ne vaut pas soustraction. Absence de dépossession de l'ANSES sur ces fichiers, qu'elle continue à en garder la maîtrise. En conséquence, dit le tribunal, l'élément immatériel ne peut constituer l'élément matériel du vol, cette soustraction de la chose d'autrui. Délit supposant pour être constitué l'appréhension d'une chose, et le tribunal refuse de considérer que la copie des fichiers, c'est-à-dire le détournement informationnel, constitue une chose, renvoyant cette notion à une notion matérielle. La Cour va avoir une position pas complètement orthogonale, mais différente. Sur l'accès, elle considère qu'il n'y a pas de preuve claire d'une entrée illicite. Elle utilise en fait, sans le dire bien sûr, la parabole du randonneur que je vous ai indiquée. Elle reconnaît qu'il y a une défaillance technique de la responsabilité de l'ANSES qui laisse planer le doute sur la possibilité d'un accès fortuit. Mais sur le maintien, elle va retenir la condamnation. Considérant que l'infraction était caractérisée par l'aveu, suivant lequel il avait navigué, non pas à l'intérieur de ce marécage informationnel qu'il ne connaissait pas, perdu effectivement pour ne pas retrouver la sortie, mais non, en remontant la nomenclature jusqu'à la racine, jusqu'à la page d'accueil, à ce moment-là, il ne pouvait ignorer qu'il était dans une zone privée, comme effectivement le randonneur qui passant d'une forêt domaniale publique à une forêt privée, où il y a marqué « Stop, défense d'entrée », forêt privée ici, la première page c'était « Stop ». Si vous n'avez pas un ID, c'est-à-dire vous ne faites pas partie des gens qui sont autorisés pour rentrer dans l'extranet de l'ANSES, et si vous n'avez pas un mot de passe, alors vous ne pouvez pas ignorer que vous n'êtes pas dans une zone libre. Et elle va retenir aussi le vol, en faisant une copie de fichiers inaccessibles au public, à des fins personnelles, contre le gré du propriétaire. La Cour d'appel de Paris retient le concept de vol. La Cour de cassation va confirmer la caractérisation du maintien frauduleux, mais surtout sur le vol, marquer un point d'étape extrêmement important pour protéger les contenus informationnels des entreprises, de manière générale, de tous les organismes privés ou publics, y compris, bien évidemment, le contenu informationnel de personnes privées dans le cadre d'un domicile privé. Elle indique que la soustraction des données qui a été utilisée sans le consentement du propriétaire caractérise la notion de vol. Quelles sont les tendances ? Eh bien, la loi a été modifiée. La fraude informatique a intégré une nouvelle infraction, c'est l'extraction frauduleuse. L'extraction frauduleuse, vous voyez, c'est très simple. C'est la possibilité de détourner cette information. Et ainsi, du vol à l'extraction, on est sur des infractions qui sont très proches. La tendance, c'est que très souvent, le droit pénal, pour réprimer des situations anormales, est en avance de phase. Aujourd'hui, il n'existe pas de propriété des données. Certains d'entre vous disent « je suis propriétaire de mon nom, mon prénom, mon adresse » ou de dire « je suis propriétaire de mes informations, moi, entreprise », mais il n'y a pas de propriété de l'information dans le monde en tant que tel de l'information. Alors que vous voyez bien qu'il ne peut y avoir vol que s'il y a soustraction de la chose d'autrui, ce qui pose qu'il y a un autrui et que cet autrui c'est un propriétaire. Et on a un paradoxe, une asymétrie entre le droit pénal qui reconnaît un propriétaire et le droit civil qui ne reconnaît pas la propriété de l'information. À terme, il faudra fusionner, bien évidemment, ces situations pour la protection du commerce numérique. Dans le monde de demain, le monde du métavers, la règle, c'est que le monde physique et le monde virtuel doivent avoir les mêmes règles, celles de respecter une certaine notion du bien et du mal.
Depuis le déroulement de cette affaire, l'Europe a mis en place le RGPD, qui, dans l'article 32.1, oblige à la mise en sécurité du système d'information qui porte des données personnelles. Cette obligation peut être couverte par des contre-mesures organisationnelles, physiques et logiques sur l'ensemble du cycle de la vie des données. Toutes les parties prenantes dans le traitement de ces données doivent se sentir concernées. Utilisateurs finaux, intégrateurs, responsables du traitement ou ses sous-traitants. Les hackers ciblent prioritairement les systèmes faiblement protégés. C'est pourquoi il est important aujourd'hui de considérer le volet sûreté numérique des systèmes d'information. Dès la conception, en commençant par une analyse de risque. Le Security by Design est la marque de fabrique de Siemens, division sûreté, acteur de confiance dans la chaîne de sécurité. Merci beaucoup, Maître Bensoussan. Merci Marc. À très bientôt pour un nouvel épisode, après le vol de l'information, l'escroquerie numérique.